Voilà, je salue parmi nous en vous remerciant d'être venus Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier qui ont mis en scène Corneille, et c'est déjà en soi un mérite immense que de choisir Corneille et de choisir l'illusion comique qui avait été donnée d'ailleurs en 2004 également dans une mise en scène de Brigitte Jacques et François Regnault à la Comédie. Donc le titre cette année que j'ai choisi, N'en croyez que vos yeux, est un vers emprunté d'ailleurs à Alcandre dans la pièce elle-même. Alors, redécouvrir Corneille, c'est une chose, je veux dire, à laquelle maintenant plusieurs metteurs en scène se sont adonnés. Déjà dans le monde universitaire depuis très longtemps, Octave Nadal avait dit que Corneille, c'était pas le devoir contre la passion, mais c'était deux passions qui s'affrontaient, la passion amoureuse d'un côté et la passion de la gloire de l'autre. Le mot de gloire est extrêmement important, nous y reviendrons. C'est ce qui renvoie à ce qui est digne d'être admiré, ce qui est admirable, ce qui est digne d'admiration. Et puis on nous rebat aussi les oreilles avec le carcan du théâtre classique, les règles, les fameuses trois unités de temps, de lieu et d'action. Eh bien non, Corneille, en tout cas on le verra avec l'illusion comique, c'est à la fois une puissance baroque et c'est la liberté. Barocco, vous le savez, ça désigne l'irrégularité de la perle, et donc quelque chose qui est à la fois qui est un peu extravagant et qui en même temps de l'éclat. L'illusion comique, alors il ne faut pas se méprendre sur le nom lui-même, illusion comique, ça veut dire l'illusion des comédiens, comme vous avez la comédie des comédiens, qui était en effet un thème assez courant au moment où Corneille va écrire. Le mot d'illusion est important, ça veut dire que c'est quelque chose qui donne le change. Et à travers le change, c'est le changement des formes, c'est la mobilité, c'est la métamorphose, c'est le grand thème baroque de l'inconstance des êtres et des choses, ou encore ce que l'on appellerait dans les traditions bouddhiques l'impermanence du monde ou de la beauté. Et ce n'est pas non plus, je dirais, une curiosité à part dans l'œuvre de Corneille. Parce que même si Corneille en parle comme d'un étrange monstre, alors le mot de monstre est intéressant, monstre c'est le même mot que montrer, donc c'est à la fois quelque chose qui ne rentre dans aucun cadre, aucune règle, mais en même temps qui nous donne à voir quelque chose. Et vous verrez que cette pièce, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est un peu un nœud révélateur du théâtre cornélien. Et c'est là quelque chose qui va nous être donné à voir et à découvrir. Donc montrer, c'est ce qu'on vous met sous les yeux. C'est donc le propre même du spectacle, c'est le propre de la mise en scène, et c'est de ce fait-là, on entre dans le domaine des apparences. Parler des apparences fait glisser aussitôt vers l'idée de fausses apparences, donc des illusions. Alors les illusions, dans l'étymologie d'illusion, vous avez le verbe ludere qui donne le mot ludique, vous avez donc quelque chose qui se joue de vous. C'est quelque chose qui est un jeu et qui se joue de vous. Donc c'est le jeu des apparences et même des apparitions, puisque fantôme il y a dans ce texte. Et ce sont là d'ailleurs les premiers mots d'Alcandre, personnage sur lequel on va revenir, Alcandre, le magicien, Merlin si vous voulez, qui dit je veux vous le montrer. C'est le mot important. Voyez déjà paraître sous deux fantômes vains votre fils et son maître. Seulement voilà, on vous invite en réalité à vous laisser prendre au jeu des apparences. Au fond, le théâtre, c'est ça, il faut que vous acceptiez d'en être la dupe. Et c'est seulement si vous êtes dupe des choses que ça a une chance de vous conduire non pas à l'erreur, mais précisément à la vérité. D'ailleurs, référence psychanalytique célèbre, Lacan, d'ailleurs de Alcandre, anagrammatiquement c'est presque déjà Lacan. Donc Lacan disait, titre d'un séminaire célèbre,
qui était un jeu de mots d'ailleurs, seuls les non-dupes errent. C'était les non-dupes errent, mais seuls les non-dupes, seuls ceux qui ne veulent jamais être dupes, les esprits forts, c'est ceux-là qui errent, qui sont dans l'errance. C'est donc à faire l'esprit fort que vous courez le plus grand risque de vous laisser abuser. Alors que ce jeu des apparences, justement, a quelques chances de vous mener un peu plus loin, de vous prendre par surprise, justement, c'est ça aussi l'intérêt de la chose, et de vous révéler à vous-même. D'où le titre, qui est donc d'Animo d'Alcandre, vers 1816, « N'en croyez que vos yeux ». D'ailleurs, l'autre face de cette injonction, c'est « Vous n'en croirez pas vos yeux ». Mais si, justement, il faut en croire vos yeux quand on vous met ainsi devant la vérité des choses. Donc laissez-vous prendre à cette inconsistance qui est le jeu des formes de la vie, et au détour, vous serez surpris par la vérité. Alcandre dit « Sous une illusion, vous pourriez voir sa vie. » J'essaie de bien faire les diérèses, n'est-ce pas? Bon, c'est très important pour respecter l'alexandrin. Donc, voir la vie sous l'illusion et grâce à l'illusion. Et qu'il faille se situer à ce niveau de la vérité qui est au bout de l'illusion. Par le jeu même de celle-ci, par le jeu de dupe, c'est ce qui apparaît avec Alcandre, le magicien, donc, dès le début, je dirais, en figure de psychanalyste. Brigitte Jacques l'avait dit à l'époque, Pascal l'a encore redit récemment. Il est dit vers 15-16, c'est celui qu'on a un curieux désir de consulter. Bon, les citations de Corneille, curieux désir et consulter. C'est celui à qui on suppose un savoir un peu infernal. Il lit dans nos pensées, il voit, encore citation, les secrets de nos cœurs. C'est lui pour qui nos destins sont des livres ouverts. Et le comble, j'ose pas dire que c'est l'idéal du psychanalyste, mais enfin, quiconque le consulte en sort l'âme contente. Alors, ça donne déjà, ça d'entrée de jeu, quand vous arrivez évidemment dans la pièce et qu'on entend ceci, ça donne une résonance intérieure à la pièce. L'enjeu, c'est le secret de notre cœur, c'est notre vérité. Alors ne perdez pas de vue cet avertissement, c'est bon ce qu'on vous dit, on vous avertit toujours, un grand auteur vous avertit toujours de ce qu'il va faire, évidemment on ne l'entend pas, mais c'est pas grave. Ce jeu de forme vous renvoie à vous-même, et si vous en croyez vos yeux, eh bien c'est ça qu'il vous sera donné à entendre, puisque là, le mot les oreilles ne sont pas présentes actuellement dans ces images. Du coup, la grotte obscure d'Alcandre est le contraire, enfin, garde le souvenir de la fameuse caverne de Platon au livre 7 de la République. Seulement, c'est le contraire. Parce que quand vous êtes chez Platon, je vous rappelle rapidement, quand vous êtes dans la caverne, le dispositif très compliqué qui est mis en place, c'est de vous faire prisonnier, vous ne pouvez pas bouger, vous n'avez la vue que sur le fond de la grotte, l'éclairage vient de derrière, n'est-ce pas, par l'ouverture de la grotte et une projection, un feu qui renvoie des ombres, donc vous êtes prisonnier d'une projection d'ombre auquel il faudra vous arracher en vous retournant, et alors là, vous verrez, en sortant de la caverne, en montant, en accédant enfin un peu à la lumière, on va s'habituer à la lumière du jour, le soleil est difficile au début à voir ou à supporter, eh bien vous découvriez la vraie réalité des choses, et si vous revenez dans la caverne pour dire ce que vous avez vu, on dira c'est un fou ce type-là. Donc ça c'est le dispositif qu'imagine Platon. Ici, ce sont les ombres elles-mêmes qui exposent, qui donnent à voir, qui dévoilent la vérité. Et c'est d'ailleurs, étymologiquement, ce que vous avez dans le mot théâtre. Théâtre, c'est la racine du verbe qui veut dire voir, en grec, contempler, exactement, comme théorie, c'est la contemplation, la pratique qui est l'action elle-même. Le théâtre, c'est donc ce qui vous invite à contempler,
et même à contempler quelque chose qui relève du prodige, puisqu'en grec, sur la même racine, le mot Thomas veut dire justement la merveille ou le prodige. Et la vérité, qui en grec, ça se dit, vous le savez, enfin, Heidegger était passé par là depuis longtemps, ça se disait aletheia. Et aletheia, c'est le verbe lantanein, qui veut dire cacher, a privatif, donc vous levez le voile, vous révélez ce qui est caché, c'est le dévoilement. Eh bien, le théâtre, c'est ça, c'est le dévoilement. C'est le dévoilement, mais par le jeu précisément des ombres. Donc il ne faut pas se détourner des apparences, il faut se laisser prendre par celles-ci pour voir enfin. Et c'est là, disons, le dernier point que j'ai abordé là dans ce premier moment, Corneille plaide la cause du théâtre. C'est une pièce qui est extrêmement importante de ce point de vue-là. C'est une défense et illustration du théâtre qui aboutit à l'éloge des comédiens et de la comédie par Alcandre à la fin, qui avait fait le dit très, très clairement avec ici la voix veloutée, comme il était dit dans l'article du Temps, un très bon article de Marie-Pierre Jeunecamp, pour ce Vouillot qui l'interprétait. Alcandre Corneille, pourrait-on dire, met en scène, en effet, une réalité sous forme de comédie. Et cette réalité présentée sous forme de comédie débouche elle-même sur une mise en scène théâtrale, qui est une tragédie, que l'on prend pour la réalité. Donc la réalité a été présentée et montrée sous forme de comédie, et la tragédie qui s'enchaîne à cette réalité sous forme de comédie est elle-même prise pour la réalité. Ça, c'est pour vous montrer déjà la subtilité, la complexité, évidemment, de ce jeu baroque, de ce glissement des formes propres à cette pièce. Et si donc rien ne permet de distinguer entre les deux, entre la réalité ici et l'apparence et le théâtre, si rien ne permet de distinguer entre le monde et le théâtre, eh bien c'est que le monde réel est lui-même un théâtre. Et donc que le monde contient en lui-même sa propre tromperie. Alors ça, c'est aussi une grande tradition qui sera celle du théâtre du monde. Et donc c'est en se laissant prendre aux apparences du théâtre que se découvre le monde des apparences, que se découvre le monde comme un jeu d'apparence. Ça a un résultat, c'est que ça fait de vous des personnes averties, qui ne vont pas s'en laisser compter si facilement, justement pour avoir été bien dupes pendant un moment. Et notez bien la chute finale de la pièce. Au bout de toute cette aventure, qu'est-ce qu'on a? Le rideau se lève et on voit des comédiens qui sont en train de conter des espèces sonnantes et trébuchantes, c'est-à-dire, suivant la tradition, se partager la recette de la pièce et de la représentation. Et ils sont à l'honneur dans notre temps présent, et ils en donc à l'honneur, et ils en tirent des biens tout matériels. Et là on revient, je dirais, aux préoccupations initiales de la pièce. Il y a un père. Je parlais d'Alcandre, mais bien sûr, il y a ici un père. Bon, évidemment, vous direz que si j'ai commencé avec la psychanalyse, c'était sûr que j'allais de nouveau revenir à la question du père. Voilà. Les noms du père, rappelez-vous. Donc, d'un père qui est inquiet pour l'avenir de son fils. Ce père, c'est un provincial bourgeois, n'est-ce pas? Alors, et son fils, qu'est-il devenu? Et puis, il aimerait que son fils ait aussi fait son chemin dans sa vie, dans les honneurs et dans les biens. Or, cette situation, qui est présentée comme l'inquiétude du père au début de la pièce, est, si je puis dire, ancrée dans la vie même, dans la vie réelle de Corneille. Il y a un ancrage de la comédie dans cette réalité biographique, un ancrage personnel. La première chose qui apparaît, en effet, c'est un conflit de génération entre le père et le fils. D'ailleurs, on va jouer ça sur le mode inversé de la parabole de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue qui est parti, qui revient, et le père l'accueille
avec ô combien de joie de le voir revenir. Là, c'est l'inverse. C'est un père, le fils est parti pour ses frasques, et c'est un père qui va partir en quête de ce fils. Donc c'est la parabole de l'enfant prodigue, mais, comme je disais, à l'envers. Et ce père s'accuse, ce qui permet déjà d'entrevoir une réconciliation, ce père s'accuse d'avoir été trop sévère. Il n'a rien compris à son fils. Et il se repent. Il se repent de ce qu'il va apprendre à reconnaître peu à peu en découvrant le parcours de la vie de son fils, telle qu'elle sera révélée dans le film des événements que lui présente Alcande. Ce fils est devenu comédien, c'est ce qu'on apprend à la fin, et il gagne bien sa vie, et il est honoré, parce que les comédiens sont honorés à ce moment-là du XVIIe. Donc, c'est un métier contre lequel notre bon provincial était prévenu et qu'il apprend maintenant à reconnaître. Or, je dis biographique, pourquoi? Parce que la pièce est de 1635. En 1629, Corneille, qui avait 23 ans, qui est un fils de bonne bourgeoisie provinciale, à Rouen, son père était maître des eaux et des forêts, Corneille a obtenu sa licence en droit. Son père lui achète la charge d'avocat du roi aux eaux et forêts. Et à ce moment-là, alors qu'il entre vraiment dans la carrière, dans la vie que son père rêvait, transmettant ainsi les choses, voilà que Corneille confie à une troupe de passage une comédie qui s'appelle Mélite, et cette comédie va avoir un grand succès, elle fait courir tout Paris, à une époque où le théâtre était encore perçu comme un lieu de perdition. Alors, bien sûr, Corneille a été élevé par les jésuites. Les jésuites, ses maîtres, aiment le théâtre, parce qu'ils pensaient que le théâtre avait une valeur pédagogique et morale. J'évoque toujours avec un peu d'hésitation les jésuites ici à Genève. Enfin, c'était quand même ça, le rôle ici qui était le leur pédagogique. Et puis, donc c'est vrai, ça pouvait l'encourager à s'intéresser au théâtre. Mais surtout, alors, ce qu'on a appris, il y a eu alors je vais tomber dans une critique totalement biographique, n'est-ce pas, mais pourquoi pas, il a eu une déception sentimentale. Il n'a pas pu épouser, pour des raisons sociales, Catherine Hue, la fille d'un maître des comptes de Rouen, qui en 1635, justement, année où l'illusion comique va être écrite et jouée, se marie avec un correcteur à la Chambre des comptes, conformément aux vœux de sa famille. Alors, c'est vrai que Corneille n'a pas renoncé pour autant à son office d'avocat. Il va le garder jusqu'en 1650. Donc il écrit pour le théâtre sans renoncer à sa charge d'avocat. Mais que montre l'illusion comique? Elle montre un père qui n'a rien compris au désir profond de son fils et qui le retrouve au terme des frasques de celui-ci, il le retrouve devenu comédien, un métier qu'il a quand même quelque peu du mal à avaler. Seulement voilà. Et c'est là le deuxième ancrage de la pièce, non pas simplement biographique, donc propre à Corneille. Ça signifie quelque chose pour Corneille, c'est ça que je veux dire, si vous voulez. C'est pour ça que ça a un accent particulier et important. Et c'est aussi un tournant. Mais également, ça a un ancrage dans le temps présent, dans l'évolution des mœurs à cette époque. Et ceci sous l'influence de Richelieu. Parce que Richelieu, lui, Richelieu aimait le théâtre. Il aimait le théâtre et il pensait le théâtre en homme politique. C'est-à-dire que pour lui, le théâtre, c'était un bon moyen d'asseoir le pouvoir royal et d'assurer le rayonnement et la grandeur du pays. Sous son influence, et grâce à une nouvelle génération d'auteurs dont je vous passe les noms, à moins qu'un jour on les choisisse pour les représenter, qui écrivent d'une autre manière, plus policée, plus honnête, moins farcesque, avec moins d'éclat outrancier, plus clair, plus raisonné, le théâtre à Paris est réhabilité. Donc si vous voulez, on a un changement de vue sur la réalité du théâtre, sa pratique est devenue honorable et elle est devenue rémunératrice. On peut gagner sa vie en faisant du théâtre.
Il y a donc un double ancrage de cette pièce, un ancrage psychologique dans la vie personnelle de Corneille et un ancrage politique dans la nouvelle situation du théâtre en France. Il s'agit donc, au fond, à l'arrière-plan de la pièce, de donner une image de ce que serait une façon de trouver la voie d'un apaisement, d'une réconciliation familiale, et d'autre part, de participer à cette nouvelle effervescence culturelle à l'ordre du jour. Le théâtre est à la mode et le théâtre est en plein renouvellement. Et il y a encore un troisième ancrage de la pièce. Cette fois, dans une œuvre, dans l'ensemble de l'œuvre de Corneille. Ce n'est pas la première pièce de Corneille, l'illusion comique. Il y a eu auparavant 5 comédies et une tragicomédie, Médée. Parmi les comédies, il y a la fameuse Place Royale. En 1635, on a donc l'illusion comique, et une année ou deux après, en 1637, on a le Cid. Voilà, la grande série Horace, Cinna, Polyeucte, Mort de Pompée et Rodogune. Donc, c'est un nœud, c'est un tournant, cette pièce. C'est un monstre, mais ce n'était pas un monstre qui serait un apax incompréhensible. Je vais vous montrer que c'est un monstre qui est lié à Corneille, c'est un monstre qui est lié à son temps, et c'est un monstre qui a sa place dans le cheminement de l'œuvre de Corneille. On a eu avant Clin d'Or, notre héros ici. On a un autre qui s'appelle Alidor. D'ailleurs, c'est des noms qui consonnent ensemble. Dans la Place Royale. Un Alidor qui triomphe de l'amour, parvient à la liberté en brisant le cœur d'Angélique, qui s'affirme, affirmation de soi, on a des volontés de puissance. C'est la même jeunesse débridée, c'est la même révolte contre les pères, c'est une jeunesse amoureuse, sensuelle, qui revendique cette liberté. De même que le personnage passionnant de la servante, Lise, qui sort de sa condition de servante, reconnaît Corneille, pour faire de l'exercice de sa volonté une manière d'infléchir le destin de l'autre, ou de faire le destin de l'autre. Puisque je ne peux t'avoir, je ferai en sorte que tu sois à celle qui était ma rivale. Grandiose Lise, cornélienne à l'avance. Donc à l'instant de renoncer à sa propre satisfaction, elle éprouve cette sorte d'envol, de satisfaction, de pouvoir à son tour faire exercice de sa volonté. Et puis, ça c'était avant, mais si vous regardez après, Matamor, mais c'est le Cid, c'est Rodrigue en personne, enfin, avec quelques nuances, mais sous la forme bouffonne. C'est une forme de bouffon qui est sortie d'une longue tradition comique latine qui remonte et italienne également, du soldat fanfaron. Ça remonte à Plaute, donc au comique latin, Plaute qui écrivait le miles gloriosus, le soldat glorieux, glorieux au sens à la fois d'orgueilleux, d'excessif dans cette image enflée de soi-même. Mais le rêve de gloire de Matamor, les accents d'héroïsme de son langage, peuvent, avec un simple changement d'accent, passer du ridicule à l'admirable. Et en général, on fait remarquer à ce sujet que, par exemple, pour prendre quelques vers, ah, traître, pour leur mort, tu crois donc que ce bras ne soit pas assez fort? Le seul bruit de mon nom renverse les murailles, défait les escadrons et gagne les batailles. Boileau va reprendre ça dans une épître au roi. Condé, dont le seul nom fait tomber les murailles, force les escadrons et gagne les batailles. Donc, si vous voulez, ces mêmes phrases peuvent très bien se retrouver, et se retrouveront dans la bouche de Rodrigue. Eh bien, ça, c'est très fort chez Corneille. C'est aussi l'intérêt, la grandeur de Corneille, de ne pas ignorer le ridicule qui guette l'affirmation exaltée de soi dans ce qui est pourtant le cœur du théâtre cornélien, la passion de la gloire. De même qu'il n'ignore pas la cruauté du jeu amoureux dans la beauté du renoncement ou dans l'exercice de sa volonté. Alors, il y a déjà, choisir l'illusion comique, c'est faire gagner en complexité notre lecture, interprétation de Corneille.
Et puis cette pièce, elle dit, c'est un nœud où se mêlent tous les genres. Alors ça a été étudié par la critique. Vous êtes dans une grotte en Touraine, voilà la pastorale tourangelle. Alors là, il y a eu un choix très différent en expédition du pôle Nord. Pourquoi pas? Ça ne me choque absolument pas. Après tout, le prix d'Amand dit qu'il il a fait tous les pays du monde. On énumère tous les fleuves, le Pô, le Rhin, le Tage, y compris. Donc pourquoi ne pas se retrouver au pôle Nord à cette occasion? Bon. Mais enfin, au départ, c'est une pastorale tourangelle. Vous avez un roman picaresque, parce que le Picaro, la vie de Lazarillo de Tormes, c'est le figure du Picaro espagnol, le conteur de l'Hidalgo, pas le contraire par conséquent de celui qui est le grand seigneur avec le point d'honneur. Le Picaro sont les miséreux, etc., qui vivent ici de rapines, de moyens d'expédients pour vivre et survivre, et qui donnent un tableau des mœurs de cette période, de cette Espagne. Alors, le fils, dans le récit qu'en fait le père, c'est tout à fait le Picaro espagnol. Et de deux. La comédie de mœurs, bien sûr, la tragicomédie avec ses extravagances et ses péripéties, la bouffonnerie et la farce de la commedia dell'arte. Là, on était avec Dario Fo la fois précédente, et bien là, vous le retrouvez à l'arrière-plan de Matamor. Et puis, la tragédie, enfin, puisque c'est une tragédie qui est représentée au cinquième acte. Donc, tout converge là, tous les genres possibles. C'est pour ça qu'il dit que c'est un monstre. Mais pour en repartir, tandis que s'affirme du même coup, ce qu'on pourrait appeler, je disais tout à l'heure, une apologie du théâtre. C'est-à-dire qu'on prend comme sujet le théâtre lui-même. Le théâtre se fait l'objet, par conséquent, de sa propre représentation. Et là, ça a été dit, ça a été analysé à plusieurs reprises. Il y a de très bonnes choses qui sont écrites sur Corneille. Hein. Vraiment, là, très grande critique déjà. Même les préfaces qui sont faites dans les éditions de poche, celles de Folio, de Serrois, ou d'autres, sont d'excellentes préfaces à cet égard que je vous invite à lire et à relire. Et donc, on enchâsse ici le théâtre dans le théâtre. Et il y a une sorte de triple profondeur. Alors ça, c'est un problème de mise en scène, qui est résolu autrement, comme on l'a vu ici avec beaucoup d'habileté dans la pièce qui est actuellement qui est représentée. Vous avez d'abord la caverne du magicien. Je me souviens que pour représenter cette triple profondeur, à l'époque, Regnault et Brigitte Jacques, sur la scène de la comédie, avaient choisi de se tenir du côté des spectateurs, donc une avancée qui se trouvait là près de la porte d'entrée sur la gauche, et ces deux-là qu'eux-mêmes regardaient le spectacle en se faisant au fond eux-mêmes comme les spectateurs qui étaient en train de regarder la pièce, c'est pour créer cette illusion. Donc vous avez la caverne du magicien qui ouvre sur un spectacle qui se présente comme le film, tout simplement, de la vie du fils. C'est la partie cinéma qui est déjà là. C'est projeté sous des formes de 20 spectres, de 20 fantômes. Et là, vous avez tout ce qu'a fait le fils, tout ce qu'il a pu accumuler pendant cette période. Et dans le récit que fait Alcandre. Et qui enchaîne sur un drame en direct, depuis Paris, pourrait-on dire, une représentation retransmise en province. C'est la tragédie que vous avez, qu'ils ont sous les yeux. Donc, qui enchaîne, donc la vie du fils enchaîne sur une scène de théâtre qui n'est pas identifiée comme telle au début, grâce à l'habileté de Corneille qui fait les raccords, qui vous fait croire qu'au fond c'est la continuité de l'histoire vraie, censée être vraie, que l'on vous racontait. De ce point de vue, la parade des habits qu'on a au début est extrêmement importante, puisque dès le début, Alcandre va montrer à Pridamant, il va lui montrer des habits princiers. On va mettre sur des cintres, si vous voulez, qui sont là, qui sont en fait les habits bien réels des comédiens. Mais les habits des comédiens à l'époque, souvent même parfois les grands seigneurs donnaient leurs propres habits, les habits des comédiens de l'époque ne se distinguaient pas des habits d'apparat des grands de la cour. Comme ça, on ne peut pas savoir non plus si ce sont des habits de comédiens ou si ce sont des habits de grands seigneurs. Et donc, cette parade
donne à voir dès le début, je dirais, ce fait que les habits font l'acteur. À la différence de l'habit ne fait pas le moine, sachez que l'habit fait l'acteur. Et que c'est au fond de comédien dont il est fait état dans cette comédie. Du coup, c'est une mise en abîme éblouissante du théâtre. Vous savez, on disait à l'époque, les Ménines de Velázquez, c'était la théologie de la peinture. Eh bien, je dirais que l'illusion comique est la théologie de l'art théâtral. L'ironie de la chose, que rappelait d'ailleurs François Regnault dans la mise en scène de Brigitte Jacques en 2004, c'est que la magie, cette fantasmagorie que suscite Alcandre, les ingrédients picaresques dont il est question dans la suite des événements qui rythment la vie du fils, les aspects baroques, les péripéties tragicomiques, tout ça rentre paradoxalement dans les trois unités, c'est-à-dire dans l'espace et le temps d'une seule représentation qui est donnée ici au Père et du même coup à nous autres spectateurs. Alors même que l'on a bien trois lieux différents, trois époques différentes, puisqu'il y a la grotte en Touraine, ou si vous voulez au pôle Nord, avec un récit correspondant à 10 années passées au loin, et dans autant de lieux. Ensuite, les aventures qui ont lieu à Bordeaux et en plus en prison, changement de lieu avec un intervalle de 4 jours. Et enfin, l'action supposée en Angleterre, alors qu'on est en fait sur une scène parisienne. C'est quand même, et s'arranger pour dire qu'en même temps tout ça, ça se fait dans l'unité des règles, après un intermède de 2 années, c'est quand même un peu fort. Et c'est aussi le tour de force réalisé avec certaine ironie par Corneille. Mais cette structure baroque, qui est donc ironiquement contenue dans un pseudo-cadre classique, un cadre qui préfigurerait le cadre classique, cette structure baroque, par ses glissements continus, par ses changements de perspective, qui sont comme autant de feintes, où on change de forme et de dimension, cette structure baroque a plusieurs centres d'intérêt qui se succèdent, parce qu'elle met à chaque acte en évidence quelqu'un de différent. Et ça, c'est absolument passionnant. Il y a un personnage dont on appréhende la vérité à chaque fois. Vous prenez Alcandre au début. À l'acte 1, c'est Alcandre, c'est lui qui est vraiment là, la principale figure. Il est là, il accompagne un individu souffrant qui vient le consulter, rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, pour le sortir de son désespoir et de sa solitude, toujours dans la psy, pour l'amener à comprendre qu'il peut voir la vérité en face sans en mourir, dit Brigitte Jacques. Et rappelez-vous quand même, si on sait que les patients, ce qui arrive des patients, c'est la plainte, Alcandre dit imprudemment au vers de 181, « Cessez de vous en plaindre !» Bon, maintenant, ça y est, c'est fini. Hein, vous êtes devant autre chose. Et si votre âme était assez hardie sous une illusion, vous pourriez voir sa vie. Hein, guérir les maux de l'âme. Il y a à la fois du Socrate et du Psy dans notre Alcandre. Ça, c'est lui la première figure que l'on voit. Et ça donne une résonance particulière à la pièce. À l'acte 2, le Capitan. Ah, mais le Capitan. Alors là, il y a deux interprétations. On peut le voir comme c'est fait dans la pièce qui vous est donnée, avec l'excellent Jean-Paul Favre à ce sujet. On peut le voir en effet en super-héros de BD. C'est le parti qui est choisi ici et qui se défend parfaitement. Il faut quand même faire passer les choses aussi. Hein. Une interprétation différente serait celle que donne Podalides à la Comédie Française dans un film qui a été tourné par Amalric qui s'appelle L'illusion comique. Et là, je dirais qu'à suivre Podalides, où les effets sont extrêmement contenus, il y a quelque chose de troublant de voir comment un être humain s'emploie jusqu'à la poésie et je dirais jusqu'à la folie. Il y a des passages en effet tout à fait extraordinaires dans la bouche de Matamor qui mérite
d'être entendu, d'être relu, n'est-ce pas? Le soleil fut un jour sans se pouvoir lever, et ce visible Dieu que tant de monde adore, pour marcher devant lui, ne trouvait point d'aurore. C'est extraordinaire, ceci. Une beauté bouleversante, hein, car enfin supplié par le Dieu du sommeil, je la rendis au monde et l'on vit le soleil. C'est sublime. Alors, c'est donc le langage de Matamor a une force, une poésie possible auquel on peut être sensible. Mais, je dis, ce qui est troublant, c'est de voir comment un être humain qui s'emploie ainsi par ce langage à être aussi merveilleux, réussit à esquiver et à travestir sa propre vérité. Et Podalides, qui joue un personnage d'humeur sombre, une sorte d'écorché vif, un Matamor qui est hanté par le suicide, on le voit au sommet de l'hôtel du Louvre, prêt à se jeter par-dessus bord à ce moment-là. Ce Matamor, comme s'il savait quelque part qui il était, ce Matamor l'est ainsi par la grâce de sa seule diction et de l'accent mis dans ses paroles. Je dirais que là, c'est la quintessence de notre fond irrémédiable de lâcheté humaine. Et c'est ça que réussit à montrer avec Matamor Corneille. C'est-à-dire cette façon que nous avons désespérément toujours de nous arranger à être dupes de nous-mêmes. Regardez le vers. Oui, parce que si vous voulez, c'est important les grands textes littéraires, ils en portent quelque chose en eux, si vous voulez, qui vous amène évidemment à vous réentendre, à vous remettre en question. Mais quand par exemple Lise, se moquant de lui dit voilà, c'est la peur qui vous fait trembler, la vôtre est sans égale. Et Matamor répond parce qu'elle a bon pas, j'en fais mon bucéphale. Puisque la peur est si rapide, je la prends comme mon cheval. La bucéphale, c'est la monture d'Alexandre. Lorsque je la domptais, je lui fis cette loi, et depuis, quand je marche, elle tremble sous moi. C'est quand même extraordinaire. Donc voilà le personnage que nous avons, et qui mérite évidemment que cet aspect soit aussi mis en lumière. Alors il y a deux façons de voir, on pourra en discuter un peu là-dessus, mais c'est ou bien le choix qui a été pris ici, ou bien celui que nous avions dans un film qui montre d'ailleurs à quel point la comédie française bouge considérablement. Donc vous n'allez pas, personne ne pourra dire s'indigner en voyant la mise en scène ici présentée à la comédie, qu'on dénature Corneille, que c'est pas du tout ça. La comédie française elle-même le fait, tout le monde le fait maintenant, si vous voulez. Et donc cette liberté acquise par les mises en scène, par les metteurs en scène, est un acquis très très important maintenant dans le monde théâtral. Et donc de ce point de vue-là, tous les essais sont importants. Le troisième acte, c'est Clin d'or. Clin d'or, cette figure d'une jeunesse séductrice, revendiquant l'inconstance, ayant le goût du change. Hein. Vous voyez la tirade qu'il fait à Lise, c'est un passage quand même qui est assez saisissant du point de vue de la morale. Hein. L'amour et l'hyménée ont diverses méthodes. L'amour et le mariage ne se comportent pas de la même manière. L'un court au plus aimable et l'autre au plus commode. Une femme est sujette, une amante est maîtresse. Les plaisirs sont plus grands à se voir moins souvent. La femme les achète et l'amante les vend. Un amour par devoir bien aisément s'altère. Les nœuds en sont plus forts quand il est volontaire, etc. Donc c'est des textes d'une force, d'une modernité, enfin, vraiment en dehors de toutes les conventions morales que l'on pourrait ici présenter. Donc, c'est la vérité du désir que présente ici Clin d'or. Ce que l'on retrouvera d'ailleurs au dernier acte cette fois de ce qui est une tragédie, dans ces passages où il débat avec sa femme, avec Isabelle, qui lui adresse ses reproches, et comme une sorte de préfiguration du mariage de Figaro. Clin d'or qui dit d'ailleurs à ce sujet, au vers
1400, oui. Les femmes, à vrai dire, ont d'étranges esprits, qu'un mari les adore et qu'une amour extrême à leur bizarre humeur se soumette lui-même, qu'il les comble d'honneur et de bons traitements, qu'il ne refuse rien à leur contentement. Fait-il la moindre brèche à la fois conjugale, il n'est point à leur gré de crime qu'il égale. Ses vols, ses perfidies, assassinats, poisons, c'est massacrer son père et brûler sa maison. Déjà dit des titans, l'effroyable supplice tomba sur Encélade avec moins de justice. Et il poursuit de cette façon-là, en disant, en parlant de l'amour, la toute-puissance de l'amour, ce Dieu qui te força d'abandonner ton père, ton pays était bien pour suivre ma misère, ce Dieu même à présent, malgré moi, m'a réduit à te faire un larcin des plaisirs d'une nuit. À mes sens déréglés souffre cette licence, une pareille amour meurt dans la jouissance. Celle dont la vertu n'est point le fondement se détruit de soi-même et passe en un moment. Et il dira un peu plus loin, c'est un feu que le temps pourra seul modérer, c'est un torrent qui passe et ne saurait durer. Donc il dit à sa femme, laisse-moi cette passade, tu verras, ce n'est qu'un torrent et ça passe. Bon. Donc, quand même, voilà le débat entre Clindor et sa continuité entre le dernier acte et l'acte, le troisième acte où il était mis en scène. Et puis, l'acte 4, c'est Lise, forte personnalité. C'est elle qui fait l'intrigue, c'est elle qui fait la trahison comme le salut de Clindor. C'est elle qui trouve cet accent proprement cornélien de ne pas se laisser balloter au gré des événements, mais de faire le destin de soi comme des autres. Ça culminera avec Cinna, avec Auguste, Cinna ou la clémence d'Auguste, lorsque Auguste dit cette phrase extraordinaire, « Je suis maître de moi comme de l'univers ». C'est fabuleux, une fois que vous avez dit ça, vous avez tout compris de Corneille. Cette affirmation ici de cette volonté qui plie l'événement, qui change le cours des choses, qui s'impose à sa passion, vengeance, amour, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? C'est même une passion de la volonté qu'il y a chez le héros cornélien, renoncer au bonheur pour être libre, c'est-à-dire pour être maître de ses choix. Alors ça, c'est quand même, c'est avec Lise que ça apparaît, c'est pour ça que je dis que l'illusion comique, elle porte aussi en elle Rodrigue, elle porte aussi en elle Auguste. Et puis alors l'acte 5, alors là, ça c'est merveilleux, vous avez deux figures de femmes extraordinaires, Isabelle d'un côté, alors la figure de l'amour comme don absolu, dans le pathétique d'une beauté qui, 2 ans après, commence déjà à s'être fanée, une beauté qui passe. Et là, il y a un débat profond entre Clindor et elle, n'est-ce pas, entre, je disais tout à l'heure, l'amour passager emporté par les désirs et un amour durable fondé sur l'engagement des âmes, et cette coexistence dans le cœur humain. C'est donc toute cette vérité qui est approchée dans la pièce. Et puis il y a l'autre figure, celle de Rosine. Alors, figure de passion, c'est extraordinaire. Je veux dire, Racine, tout Racine est déjà dans Rosine, n'est-ce pas? Je vous renvoie ici, parce que donc Clindor, tout de même ému par sa femme, quand arrive au rendez-vous secret avec Rosine, la princesse anglaise, et elle s'attendait bien sûr à ce soit un rendez-vous amoureux et galant, et commence à lui dire, écoutez, songez à votre honneur. Alors là, elle n'en peut plus de fureur. Et elle lui dit, cesse de m'étourdir de ces noms odieux. N'as-tu jamais appris que ces vaines chimères qui naissent au cerveau des maris et des mères, ces vieux contes d'honneur n'ont point d'impression qui puissent arrêter les fortes passions? Perfide, est-ce de moi que tu le dois apprendre? Dieu, jusque où l'amour ne me fait point descendre, je lui tiens des discours qu'il me devrait tenir, et toute mon ardeur ne peut rien obtenir. Alors lui continue, il enchérit, il faut apprendre à vous vaincre vous-même, etc. Enfin, elle est absolument hors d'elle à ce moment-là. Et
Et elle lui a dit, n'est-ce pas, le résultat de ça, c'est que loin de te faire un ennemi, tu t'en fais deux. Hein. Non seulement mon mari qui peut l'apprendre, mais moi-même. Je sais trop les moyens d'une vengeance aisée. Phèdre contre Hippolyte aveugla bien Thésée, et ma plainte armera plus de sévérité, avec moins d'injustice et plus de vérité. Alors, les fureurs de Phèdre, c'est Rosine, un personnage extraordinaire. Je plaide pour que Rosine soit présente dans la scène. Évidemment, Corneille, en 1660, une fois que vraiment le classicisme est tombé sur sa tête, va supprimer cette fabuleuse scène en question, qui disparaît totalement de la pièce. Donc la scène en 1635 n'est pas la même, elle a disparu en 1660. Oui, quelle violence extraordinaire du langage. Et ces deux femmes, d'ailleurs, vont à la mort, l'une comme l'autre, l'une par fidélité de l'amour et l'autre dans la fureur d'aimer. C'est donc une pièce d'une force, d'une violence, d'une vérité sur le cœur humain, l'inconstance du cœur masculin, le sublime de l'amour et la violence passionnelle, toutes deux dans le cœur féminin, la mauvaise foi suicidaire d'un exalté. Oui, le spectateur est invité à découvrir une vérité de lui-même, une vérité du monde. Le théâtre lui révèle dans ses fantasmagories, dans ses extravagances, dans ses jeux d'illusions, quelque chose sur ses désirs. Et Marc Fumaroli, l'Académie française, c'est un article ancien, avait conclu avec beaucoup de profondeur son analyse de... Oui, je travaille quand même pour vous. Donc Fumaroli avait dit, la vie reflétée, celle du théâtre, n'est ni moins ni plus réelle que la vie vécue. Elle a simplement plus de sens et entre autres plus le sens de sa propre relativité, fugacité. Dans son miroir, il est possible de découvrir dans quel entre-deux instable et insaisissable nous vivons, et sur cette découverte troublante de prendre appui pour plus d'indulgence, de sagesse souriante et d'amour, à la limite pour plus de foi. Et ça c'est une sortie d'analyse. Hein. Et en plus, ça fait le lien social à su Fumaroli. Alors, il nous reste un dernier point, mais qui est au fond celui d'une discussion que l'on pourrait engager, concernant la mise en scène, donc, qui a été donnée au Théâtre des Os et maintenant ici à la Comédie, qui était très bien définie d'un jeu de mots dans l'article de Marie-Pierre Jeunecamp, dans Le Temps du 8 octobre, Corneille ou l'illusion comics, les illusion comics. Oui, c'est des comics. Elle dit c'est une version pop qui fait Shebam, Pop, Block, Whiz. Bon, alors, oui, elle est lue dans l'article, et c'est vrai qu'il y a de ça. Et c'est vrai que, oui, chaque pièce doit être réinventée par la mise en scène, je le disais tout à l'heure, d'un siècle ou d'une génération à l'autre, les référents ont changé, les attentes, les perceptions, les habitudes, donc nous ne devons pas être frileux et nous devons accueillir toute tentative pour renouveler le plaisir de la scène comme une bonne chose. Alors, on peut débattre, mais fondamentalement, ceux qui prennent cette audace sont avant tout à remercier. Alors, vous savez, cette pièce-là, je vous dis qu'elle est sublime, mais j'ai vu des mises en scène où elles sont totalement dans l'ennui, où personne ne suit. Il faut quand même des artifices de l'art pour le pimenter, pour la relever, justement, pour en révéler la charge explosive qu'elle contient, et qui peut tellement vous passer par-dessus la tête sans que vous en doutiez. D'où de belles trouvailles, les effets vidéo des frères Guillaume, n'est-ce pas, avec cette fantasmagorie initiale dans le genre des dessins animés, la séquence des vignettes vintage pour résumer justement les aventures picaresques du fils, superbe adaptation au fond à notre époque, enfin, aux années 60, les panneaux mobiles, les effets de lumière avec les onomatopées, les croquis de BD, les clins d'œil d'expéditions polaires ou de Borsalino, de mafieux de quartier, c'est juste, les effets sonores type cartoon, et surtout alors cette très belle trouvaille du Palais des Glaces, ces répliques en miroir à l'infini, où l'on s'efface, on réapparaît, on se virtualise, on se surprend.
qui est au fond quelque chose qui donne parfaitement l'image de l'inconstance des formes du monde baroque. Mais évidemment, par rapport à ce que je viens de vous dire, la question est de savoir si la représentation elle-même peut faire passer parfois, et là il y a peut-être des questions un peu à améliorer ou à reprendre, concernant, il y a une acoustique qui était un peu brouillée. Alors évidemment, si ces phrases ne sont pas forcément bien entendues, c'est dommage, on perd un peu quelque chose. Donc il y a, je dirais, un équilibre à trouver entre la déréalisation et l'incarnation, entre la mise en scène et la présence des acteurs. Vous voyez par exemple, alors Rosine, vous l'avez gardée quand même parce que elle apparaît montée sur des échasses, si vous voulez, comme ça, fugitive. Elle reste sous forme de mascarade. Et donc la force du texte de Corneille, qui a été coupé là ici aussi, et d'ailleurs également dans l'illusion comique de la Comédie Française, ils n'ont pas gardé ce texte-là. C'est dommage. Pour moi, c'est fabuleux. C'est vraiment le cœur même de la pièce de Corneille. Et puis, l'autre exemple, peut-être sur lequel on pourrait débattre, c'est les habits que vous faites passer au début en vidéo, hein, c'est bien ça, alors, qui passe comme ça. Et alors c'est difficile parce que là ils sont totalement déréalisés, alors qu'en fait dans l'esprit de Corneille, mais ça se discute, c'est le réel même qui est là. C'est des habits vraiment réels qui seraient les habits de scène des comédiens. Alors vous voyez, ça c'est ce qui est passionnant avec le théâtre, c'est-à-dire au fond la marge, la liberté d'interprétation que l'on a. Mais enfin, ça je vous laisse volontiers la parole, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous dire. Voilà ce que je voulais vous présenter donc pour cette version. Allez voir encore, il y a encore aujourd'hui, non Oui. Encore aujourd'hui. Puis après sinon c'est à Fribourg. Vous le continuez ? Lausanne aussi. Et à Lausanne aussi. Vienne, Baden, Rennes, etc. Voilà. Et quelques représentations à Fribourg. Alors ne les manquez pas. Merci.